lien qui potentiellement peut être établi avec la communication qui m'a précédé, c'est le rapport au temps et à la psychologie. Ce dont je vais vous parler, donc, c'est de la place du témoin filmé. Alors, le témoin filmé, c'est à la fois la personne qui a assisté à un événement et qui va en rendre compte, mais c'est aussi la personne qui en est victime. Et donc, il y a une gradation qui est évidemment très différente entre la personne qui a simplement vu quelque chose et qui le rapporte, et la personne qui a subi cette chose, ou la personne qui est proche d'une personne qui l'a subi au point d'en mourir. Il se trouve que, en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question du témoin, et en particulier du témoin filmé, s'est posée de manière très vive. C'était vraiment une des innovations du procès de Nuremberg, qui s'est tenu d'octobre 1945 à septembre 1946. Et c'est aussi le début d'un long processus qu'on connaît sous le nom de histoire de la Shoah. Le terme n'était pas employé à l'époque, pas davantage ou de manière très marginale le terme de génocide, même si le mot est prononcé à plusieurs reprises par un certain nombre de juges pendant le procès de Nuremberg. La question immédiate de rassembler des témoignages s'est posée donc en France, par exemple, dès la Libération, dès 1944. Et le laboratoire auquel j'appartiens, l'Institut d'histoire du temps présent, est issu d'un comité, le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait été créé en 1944 par le général de Gaulle, qui était soucieux que, immédiatement, la parole des témoins, c'est-à-dire en l'occurrence des anciens combattants et des déportés concentrationnaires, soit gardée, conservée, captée. S'agissant de l'histoire de la Shoah, donc, et de ses débuts, un certain nombre d'initiatives ont rapidement été prises. La première, c'est celle d'un psychologue, d'un professeur de psychologie qui s'appelle David Boder, B-O-D-E-R. David Boder était un juif issu de Lettonie, qui a vécu à la fois dans ce pays et à Saint-Pétersbourg, et aussi en Allemagne, et qui a émigré très rapidement en Amérique du Sud puis en Amérique du Nord. David Boder était passionné par une nouveauté technique qui était le fait d'avoir un magnétophone portable. Et donc, en lien avec un ingénieur qui avait créé ce magnétophone, dès 1946, il est venu en Europe et il a procédé à l'enregistrement sonore d'un certain nombre de témoignages. Il en a enregistré environ 130 de ce qu'on appelle à l'époque des déplacés, des prisonniers déplacés ou des gens qui étaient sortis des camps de concentration. Donc, il l'a fait avec un outil technique qui était neuf à l'époque, mais qui était un outil donc sonore. Mais très rapidement, que ce soit pendant le procès de Nuremberg, qui a été filmé, et donc les témoins qui y sont venus l'ont été, mais aussi pendant le procès Eichmann en 1961, également filmé, et où des images ont été montrées comme preuve, y compris des images de témoignages. Eh bien, très rapidement, donc, l'idée est venue de passer, en fait, du mode sonore, qui avait un certain nombre d'intérêts et d'avantages, à un autre mode qui serait le mode audiovisuel. Ainsi, à la fin des années 70, un professeur de littérature comparée à Yale, Jeffrey Hartman, dont la femme était une survivante des camps de concentration, a créé, dans la petite communauté juive de New Haven, où se trouve l'université Yale, a créé donc une petite équipe avec un psychiatre qui s'appelle Dory Laub et puis quelqu'un qui était plus chargé de la vidéo. Et ils ont commencé de manière très artisanale, avec peu de moyens, mais le soutien de l'université Yale et de sa bibliothèque. Ils ont commencé donc une quête de témoignages dans un entourage familial, amical, s'élargissant progressivement, sortant de New Haven pour aller dans le reste du monde avec les moyens dont ils disposaient. Et environ, pendant une trentaine d'années, ils ont filmé environ 5000 témoignages. Ça, c'est la première grande collecte de témoignages qui a été filmée. La deuxième grande collecte, c'est celle initiée par Steven Spielberg de 1994 à 1999. Et là, on change d'échelle, puisque en 5 ans, c'est environ 50 000 témoignages qui ont été enregistrés dans le monde entier. En parallèle, un certain nombre d'autres initiatives ont été prises, que ce soit au mémorial de la Shoah à Paris ou à Yad Vashem à Jérusalem. Et donc, on a un ensemble aujourd'hui de témoignages filmés qui est extrêmement conséquent
et qui ne s'est pas limité à l'histoire de la Shoah, mais qui s'est élargi à d'autres génocides et crimes de masse, que ce soit au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, par exemple. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est quelle différence il y a entre un témoignage qui est capté par une personne et transcrit, c'est-à-dire qu'il y a une forme écrite, un témoignage qui est enregistré sous forme sonore et un témoignage qui est filmé. Eh bien, pour reprendre un segment du texte que Pierre-Olivier Sûr a publié dans l'ouvrage qui accompagne ce colloque, eh bien, je pense que c'est certainement à travers le témoignage filmé que se manifeste, au sens propre du terme, la vérité du témoin. Manifeste dans le sens que la personne exprime quelque chose qui est visible puisque la personne est filmée. Alors on peut tout à fait aussi avoir une écoute strictement sonore, et cette écoute sonore d'ailleurs demande parfois plus d'efforts que de regarder une personne qui parle, mais il n'empêche que ce soit pour un témoignage ou pour une audience, le fait qu'elle soit filmée nous permet de voir les personnes, et quand il s'agit d'un procès, de voir l'interaction de ces personnes. Or, ce qui définit, je crois, un procès, c'est la confrontation des protagonistes, et c'est à travers la manière dont les gens se comportent qu'on peut aussi atteindre à une vérité. Alors, cette place du témoin, donc, à mon sens, elle est vraiment importante depuis Nuremberg, et je voudrais en prendre un exemple qui est l'exemple du poète lituanien Abraham Sutskever, qui est l'un des rares survivants du ghetto de Vilna, en Lituanie, et qui vient à la barre donc au début de l'année 1946. C'est l'un des tout premiers témoins juifs qui vient parler de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire de la Shoah. Et Sutskever avait été préparé par le gouvernement soviétique, puisqu'il était appelé par l'accusation russe. Il faut imaginer que son témoignage a été très contrôlé, à la fois par Moscou et en même temps par les personnels qui étaient présents du côté soviétique à Nuremberg. Eh bien, au moment où il va s'exprimer, Abraham Sutskever est invité à s'asseoir, il refuse, il dit qu'il veut rester debout comme pour la prière du Kaddish, et ensuite, on lui donne la parole, c'est le procureur russe qui s'adresse à lui, et il observe un silence pendant plusieurs secondes. J'ai écrit un texte sur ce moment-là pour dire que Sutskever était parfaitement conscient que ce qu'il faisait là ne concernait pas seulement lui ou les personnes qui étaient présentes dans le tribunal, mais la communauté internationale, la communauté universelle, et que son témoignage, au fond, n'était pas simplement la réponse à une attente judiciaire, ou bien l'expression d'un sentiment personnel, mais était ce qui allait déterminer l'un des tout premiers segments de l'histoire de la Shoah. Donc ce silence nous signale, si vous voulez, que le témoin est toujours conscient de l'environnement dans lequel il se trouve. Alors, la place du témoin donc est devenue centrale dans nos sociétés, comme vous le savez. Ça s'est vu au moment des attentats du 11 septembre 2001 à New York, dans la mesure où, quand le projet de musée mémorial a été initié, et d'ailleurs c'est intéressant de voir que la personne qui avait été chargée de créer ce musée mémorial et de le diriger pendant un certain nombre d'années venait du musée de l'Holocauste, donc on voit bien quelle a été l'influence qui était déterminante. Eh bien, quand le projet de musée en particulier a été créé, et le projet de mémorial, eh bien les associations de victimes ont été extrêmement importantes et parfois ont imposé un certain nombre de choix à l'architecte, en particulier que le nom des victimes décédées figure sur le marbre des segments des tours qui marquaient le mémorial. Et cette importance des associations de victimes est vraiment une chose importante à noter, puisque c'est dans cette circonstance-là que, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015, un certain nombre de parties civiles, un certain nombre de témoins se sont déclarés parties civiles, se sont portés parties civiles, et on a ici, donc, ce procès a accueilli à la barre 415 témoins parties civiles, témoins donc qui sont venus parler de ce qui s'était passé le soir du 13 novembre. Ce chiffre n'avait jamais atteint jusqu'alors, et signale, si vous voulez, l'importance de cela. Et tous ceux qui ont suivi un petit peu ce procès savent combien ces moments-là, c'était en deux temps, c'était pendant l'automne 2021 et au printemps 2022, il y a eu donc un moment vraiment très 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 fort où ces victimes sont venues à la barre. Alors,
Je voudrais juste vous donner quelques chiffres pour que chacun puisse comprendre l'importance de la présence de ces témoins. Ils sont venus à la barre, mais ils ne sont pas tous venus. Comment savoir qui est considéré comme victime dans ce procès? Eh bien, il y a deux manières de le savoir. Il y a la manière dont, au niveau de l'enquête, le juge Molins donc, a déterminé un certain nombre de personnes comme étant des victimes, environ 800 à l'époque. Donc ces victimes ont été immédiatement prises en charge. Et puis, aujourd'hui, il y a un fonds de garantie des victimes qui intervient, et ce fonds de garantie vous donne les chiffres suivants. Au mois de novembre 2021, 2615 victimes, 2615 personnes sont considérées comme des victimes du 13 novembre, directes et indirectes. Et à l'intérieur de ces 2615 victimes, il y en a environ 700 qui sont des proches des personnes décédées, 600 qui sont des blessés et des proches des blessés, et 1300 environ qui sont ce qu'on appelle, ça n'est pas mon interprétation, mais c'est la manière dont elles sont appelées, des victimes blessées psychiques. Effectivement, par le mot témoin, en fait, il faut évoquer plusieurs choses: les survivants, les rescapés, les proches de victimes décédées, et ensuite un certain nombre de problématiques liées à leurs blessures qui vont déterminer, par exemple, la manière dont ils vont recevoir une garantie. Alors, le témoin donc arrive à la barre dans une salle de tribunal qui a été construite spécialement pour ce procès et qui abrite aujourd'hui le procès des attentats de Nice. Cette salle, elle est extrêmement longue, elle fait 43 mètres de long et elle est si grande qu'il a fallu pour la première fois installer des écrans dans la salle qui retransmettent la captation qui est organisée en direct du procès. Donc, pour les attentats de Charlie, c'était la première fois que cette captation était montrée en retransmission simultanée dans des salles attenant à la salle du tribunal pour que la presse, les chercheurs, les scolaires, les curieux puissent venir. Mais au procès du 13 novembre, c'est une deuxième nouveauté sur laquelle, à mon sens, on n'a pas suffisamment parlé, qui est que les écrans sont disposés à l'intérieur même de la salle. Or, si l'on se réfère aux premières décisions qui ont été prises aussi bien à Nuremberg qu'à Jérusalem, ce qui était demandé aux gens qui filmaient, c'était surtout qu'on ne voit pas les caméras pour que ça ne gêne pas ou que ça ne modifie pas le comportement des personnes. Il faut imaginer ce que c'est dans une salle de 43 mètres de long quand vous arrivez à la barre et que, avant même que vous y arriviez, vous avez vu votre propre image retransmise sur l'écran. Est-ce que cela provoque une gêne? Mon point de vue est de dire non. Pourquoi? Parce qu'une fois que le témoin est arrivé à la barre, vous savez qu'il ne peut regarder et ne parler qu'au juge, même si certains ont voulu s'adresser aux accusés. Et donc, ce que le témoin a à dire est beaucoup plus important, si vous voulez, que ce décorum, y compris la présence des caméras ou des écrans. Maintenant, le témoin donc intervient donc dans une circonstance où en fait les juges, en particulier le président du tribunal, leur posent très peu de questions. Et ça, c'est une occasion pour moi de vous dire qu'il y a une différence entre le témoin victime, survivant, rescapé, et le témoin professionnel. C'est-à-dire quand vous avez un témoin professionnel, ce qui est le cas de Denis Safran, le médecin-chef de la BRI, son témoignage est donné, mais une fois que son témoignage est donné, il y a beaucoup de questions qui lui sont posées. Et donc le débat qui va suivre le témoignage est presque aussi important que son propre témoignage et apporte des éléments qui sont différents. Maintenant, s'agissant des témoins qui sont venus à la barre, donc très peu de choses leur sont dites. En général, le président les remercie et salue leur courage, etc. On a du mal à savoir exactement ce que ça a représenté pour eux. Alors on peut le savoir, et j'en terminerai par là, parce que donc l'Institut d'histoire du temps présent, donc que j'ai mentionné tout à l'heure, a pris la décision donc très rapidement en décembre 2015 de procéder à une collecte de témoignages filmés. Donc nous avons filmé un certain nombre de personnes, témoins professionnels, témoins victimes, voisins, mais qui sont intervenus pendant la nuit, comme c'est le cas du Café Le Baromètre qui accueillit l'équipe de la BRI qui a ensuite attaqué donc les terroristes dans le Bataclan. Nous avons filmé ces témoins donc de 2016 à 2019, et ces témoins, pour beaucoup d'entre eux, ils avaient déjà écrit soit un livre, soit un texte personnel. Ils étaient intervenus donc devant notre caméra et ils sont intervenus au procès. Donc c'est intéressant puisque là on se trouve dans une situation où la manifestation de la vérité passe à la fois par plusieurs modes de médiation d'un témoignage, mais aussi par le fait que on peut, nous, historiens,
et très rapidement comparer ces divers témoignages. Et c'est une manière de sortir de la singularité du témoin qui peut poser problème en termes de manifestation de la vérité, mais si on peut déjà confronter pour un seul témoin plusieurs manières de parler, ça peut être important. Je voudrais, pour conclure, vous citer un extrait d'un des témoignages que nous avons filmés. Je ne citerai pas son nom pour préserver son anonymat, ce qui était souvent le cas pendant le procès. Donc, celui dont je parle est un rescapé du Bataclan, et nous l'avons interviewé le 6 octobre 2016. Et il évoque à un moment donné le fait qu'il était avec sa femme, et à un moment donné, il l'a perdu de vue. Parce que dans le chaos que représentait ce qui se passait au Bataclan, ils ont été séparés à un moment donné, il ne la voyait plus, en fait elle s'était cachée, et il était extrêmement inquiet, et donc il nous dit ceci. Elle m'a appelé, elle s'était trouvée une cachette, elle s'était cachée sous une plaque en tôle dans la laine de verre. Et c'est un des souvenirs les plus optimistes que j'ai, enfin, dire que c'est le plus beau moment de ma vie, c'est pas le bon mot. J'essaye de vous restituer l'hésitation avec laquelle il parle. Mais quand j'ai vu, j'étais plus avec elle, c'était le chaos total. Ça tirait partout, je l'appelle et là, je vois que ça bouge, il y a une petite main qui se lève, cite son prénom, je suis là. Je me dis que, d'une manière ou d'une autre, que c'est encourageant. C'est encourageant et c'est là que je me suis allongé avec elle, sur le côté. J'étais allongé sur le côté gauche, elle était derrière moi, elle me tenait et c'est là que nous avons attendu jusqu'à ce que le raid vienne nous libérer. Là, il y a un temps et il dit cette phrase. Je crois qu'il est 21h53 à ce moment-là. J'ai été absolument fasciné par le fait que ce témoin, alors qu'il est en plein sommet, si vous voulez, acmé de son témoignage, du point de vue émotionnel, fasse référence à une heure aussi précise. Alors je vous laisse, parce que j'ai pas le temps de développer ça, mais sur cette idée de la temporalité qui est extrêmement importante. Une partie de la manifestation de la vérité donc passe par l'émotion, par le croisement des sources pour nous en tant qu'historiens, mais elle passe aussi par le rapport au temps. Et nous savons bien qu'en tant qu'historiens, c'est une donnée qui nous est essentielle. Je vous remercie.